Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un jeu de rôle qui est une sorte de... Je sais pas si c'est un plaisir coupable, un péché mignon. En fait, j'y ai jamais joué. C'est pour moi une sorte d'épée bâtarde du jeu de rôle, c'est un peu étrange. En fait, il y a, je sais pas, peut-être 5-6 ans, je crois que c'était avant que je commence la chaîne, mais je sais plus trop vous dire, je me disais, voilà, j'aime bien la base un peu des jeux à la D&D, j'aime bien l'aventure, j'aime bien tous ces trucs-là. J'étais pas encore tellement versé dans des systèmes plus minimaux, et je cherchais par contre un truc qui soit moins high fantasy que Donjons et Dragons 5e édition. J'avais pas envie non plus que ça devienne une sorte de truc un peu... J'avais pas envie de jouer à Warhammer, vous voyez. J'avais envie d'un truc un peu sword and sorcery. Donc il y avait Barbarians of Lemuria, par exemple, qui me venait à l'esprit et tout. Et en fait, finalement, j'avais trouvé un truc qui m'avait intrigué, auquel j'ai pas joué. Low Fantasy Gaming. Donc Low Fantasy Gaming, qu'est-ce que c'est et comment je l'analyse. Je dirais que c'est une sorte de jeu où on a vraiment le sentiment que c'est le produit d'une table de jeu de rôle. C'est-à-dire que le mec qui a écrit ça, Stephen Grodzicki, j'espère que je n'écorche pas son nom, et qui a une sorte de sa maison d'édition, entre guillemets, enfin qui a créé son truc qui s'appelle Pickpocket Press. Avec Low Fantasy Gaming, ce qu'il proposait, c'était vraiment de faire son propre D&D à sa manière, quoi. Et le truc, c'est que j'avais vraiment été intéressé par le jeu, mais en même temps, je trouvais que c'était un bordel pas possible. Et le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est entre guillemets la seconde édition de Low Fantasy Gaming. Donc j'ai pas joué à la première édition, j'ai pas joué à ce qu'on va regarder aujourd'hui. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le playtest de Tales of Argosa, qui a un nom... et qui se présente comme de la Sword and Sorcery Adventure et un jeu émergent. J'ai hésité à vous parler du jeu parce que non seulement j'y ai pas joué, honnêtement je suis pas sûr de réussir à le comprendre entièrement parce qu'il y a beaucoup plus de règles que ce vers quoi je me tourne aujourd'hui, et comme je les ai pas testés, c'est beaucoup plus difficile de voir la cohérence du truc dans ma tête, et donc je peux pas vous dire que c'est un jeu que je vais aimer et tout, mais en fait en le lisant je trouve qu'il y a plein de bonnes idées et tout. J'ai du mal à voir si globalement elles s'imbriquent bien entre elles, ces idées. C'est pour ça que je dis que c'est une sorte d'épée bâtarde, quoi. Enfin, je sais pas trop quoi vous dire. Je sais qu'il y a des gens qui ont joué à ce jeu. Le Kickstarter a pas trop mal marché. Apparemment, ça a été playtesté sur son Discord et tout. Mais j'ai l'impression que c'est très niche, non pas dans la proposition, mais dans le fait que finalement, cette combinaison de plein de règles un peu prises à droite à gauche puisse plaire ou non, quoi. Quand je le lis, j'ai l'impression de lire le système homebrew de quelqu'un, avec évidemment plein de choses qui me sont familières, parce que ça part de trucs pris à différentes éditions de Donjons et Dragons et sûrement à d'autres jeux également. Donc on va aller regarder ça, Tales of Argosa. On va voir, c'est donc un truc playtest. Cette nouvelle version qu'il a faite de Low Fantasy Gaming n'est pas encore sortie. Ce que je peux tout de suite vous dire, c'est que c'est bien plus complexe que Shadow Dark. Je vous ai parlé récemment de Cairn. Bon, si on devait partir, alors je vois pas très bien avec mon reflet. Là, ce serait jeu avec pas trop de complexité, on essaye de se concentrer principalement sur la narration. Là, ce serait un jeu où quand même l'aspect ludique qui va prendre pas mal de place. On aurait Cairn ici, Shadow Dark au milieu, Tales of Argosa plutôt au bout du spectre. Derrière Tales of Argosa, on pourrait mettre, je sais pas moi, Pathfinder. On n'est pas dans Pathfinder non plus, c'est pas un jeu qui va vous demander de build à fond. Au passage, bienvenue ici, moi c'est Hugo, vous êtes sur la chaîne Le Bon MJ, une chaîne où on parle de jeux de rôle. Si vous aimez le jeu de rôle et tout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. On est parti pour Tales of Argosa, let's go. Donc Tales of Argosa, Sword and Sorcery Adventure. Donc vous voyez, c'est une version playtest, c'est quasiment la version finale, mais il y aura des pages qui seront blanches et tout. C'est un jeu auquel j'ai un peu envie de jouer, mais franchement, je sais pas trop ce que j'en attends exactement. Par contre, il y a vraiment plein d'idées qui peuvent, je pense, être transposées à d'autres jeux, à la D&D et tout. Il y a une sorte d'esprit un peu OSR, mais en gardant des compétences, avec des trucs qui sont un peu plus narratifs. C'est vraiment particulier. Donc, on nous présente les règles comme simples. Pour moi, elles sont pas simples. Elles sont pas tout à fait instinctives. Je pense que c'est un jeu qui va nécessiter un petit peu de game mastery. C'est-à-dire que votre première partie, vous n'allez pas vous souvenir de toutes les règles et vous devriez sûrement essayer de jouer sans prendre en compte toutes les règles et tous les outils qui sont proposés. Ce qu'on nous dit aussi, alors là c'est en petit, mais je préfère vous mettre en double page, c'est qu'il y a une emphase sur les GM rulings. Et ça, c'est quand même assez particulier. C'est le contre-pied total de ce que les gens intéressés par le game design, il y a un peu l'école de game design où le jeu il est censé donner la même expérience à tous ceux qui vont l'expérimenter. Là, honnêtement, je pense qu'il n'y a aucune chance parce que dans les règles même, il y a plein d'endroits où c'est écrit le MJ décide un petit peu à ce moment-là. Donc on vous donne plein d'outils et ensuite on voit ce que vous en faites. Donc je dirais pas que c'est simple, honnêtement. Enfin, j'ai des références beaucoup plus simples à l'esprit quand je pense à quelque chose de simple. Des batailles brutales, rapides et excitantes.
Alors ça, je pense que une fois qu'on a le système en main, ça peut être vrai, mais au début, vos combats, ils seront plus longs que même que votre D&D 5e édition. Hein. Je pense, je sais pas. Encore une fois, j'y ai pas joué. Si je parle du jeu, c'est que je l'aime bien, hein, que je trouve que c'est intéressant. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit le jeu le plus rapide qui m'a été donné de lire. Par contre, brutal et excitant, je pense que c'est possible parce que il y a quand même pas mal de petites règles de combat rigolotes. Il y a vraiment des règles pour gérer aussi les stratégies impromptues des PJ qui ont envie de faire des actions qui sortent complètement du cadre qu'on pourrait imaginer. Il y a plein de petites règles détaillées. Si jamais vous avez envie de les appliquer et de détailler chaque truc, on va vous proposer des choses. C'est la cohérence de l'ensemble que je questionne un petit peu plus. Il y a aussi beaucoup de mécaniques pour gérer certaines phases de manière plus cinématique, pour pousser sa chance. Il y a pas mal de règles d'attrition et tout qui vont faire que oui, effectivement, je pense qu'il peut y avoir des combats excitants, même pour le cerveau, hein, de faire des choix, etc. On est loin de... Par exemple, je parlais de Cairn la dernière fois. Cairn, vous n'avez pas 14 000 choix stratégiques. Hein, c'est vous fuyez, vous pouvez improviser des règles sur le tas, mais le jeu, voilà, il vous demande pas... Il peut que ça aille vite, quoi. Donc finalement, quand votre tour arrive, vous jetez votre dé de dégâts dans Cairn, et puis vous dites, on décrit ce qui se passe, quoi. C'est très, ça laisse place à la narration. C'est ce que j'aimais dire la dernière fois. Là, c'est un jeu qui va probablement vous prendre plus de temps ludique à devoir comprendre les règles et à prendre des décisions par rapport à ces règles. Mais en même temps, qui essaye de vous autoriser à péter les règles grâce à des sortes de des mécaniques faites exprès pour ça, et qui est un peu plus, selon moi, narratif, dans le sens où le jeu va plus souvent envoyer la narration dans une direction plutôt que de laisser place à votre narration à vous, à juste inventer des trucs comme ça à la volée. Parce qu'il va y avoir des blessures critiques, des trucs de rencontres aléatoires, plein de choses qui contribuent à faire avancer l'histoire et qui viennent du jeu et non pas des joueurs. Vous avez une magie dark et dangereuse, et ça, c'est bien vrai. On est sur de la Sword and Sorcery, ça c'est plutôt clair. On nous envoie dans les terres sauvages, dans les cités, dans les ruines et tout. It's ok. Au gameplay émergent, je suis d'accord. Il y a même dans les règles des endroits où on va vous dire inventez votre propre règle. Voilà des guidelines pour essayer de l'inventer. Donc il y a potentiellement du gameplay émergent. On invente des règles, c'est prévu dans le jeu. Et puis il y a tout un système d'oracles et plein de procédures qui permettent de générer des trucs sur le tas pour improviser tout. Donc ça, je suis plutôt d'accord sur ce qui est dit ici. Et c'est un jeu d'aventure qui va nécessiter un maître du jeu impartial qui va devoir prendre plein de décisions. Bon. Donc là, ça a déjà dû activer des triggers, des warnings chez certaines personnes. Moi, franchement, je me laisse tenter par le truc. Pour ceux qui ont envie de voir la suite, restez avec moi. Donc ensuite, on a 9 classes. Donc c'est un jeu à classes. Artificier, barbare, barde, cultiste, fighter, monk, ranger, rogue, magic user. Donc tous nos grands classiques finalement. Il n'y a pas de paladin, mais ce serait sûrement peut-être soit un fighter, un cultiste. Mais on est quand même voilà sur des trucs, on va dire, classiques de la Sword and Sorcery, des classes comme ça. À la limite, il y a l'artificier qui... ajoute ce petit truc technologique, c'était pas évident qu'il se trouve là. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces 9 classes, il y en a vraiment que 2 qui vont faire de la magie, c'est le cultiste et le magicien, et toutes les autres ne feront pas de magie. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que, étant donné à quel point la magie est dangereuse, c'est pas un jeu qui cherche à être équilibré. Je pense vraiment que si vous prenez un magicien et tout, c'est une opt-in, quoi. C'est vous qui acceptez de jouer ce truc, alors que c'est un peu... ça a l'air quand même vachement dangereux. Mais que du coup, en prenant les autres classes, vous allez quand même avoir plein de petites mécaniques un peu différentes. Il n'y a pas un immense catalogue de capacités pour avoir plein de trucs différents. Vous le verrez après. Mais je pense qu'on peut quand même avoir des personnages variés, vous allez voir. Une courbe de points de vie qui est plutôt plate. Donc, c'est-à-dire que vous aurez grosso modo entre 10 et 40 points de vie au cours de votre carrière. Donc c'est un jeu où il y aura... vous n'allez pas vous retrouver à faire des jets de dégâts à 72 points de dégâts pour essayer de faire baisser une barre de vie de 400 points de vie. Vous allez regarder vite fait un monstre. Hop, on va prendre un dragon. J'aime bien les dragons. C'est toujours le premier truc que je regarde dans les jeux, avec le bandit. Un dragon, voilà. Un dragon, il va avoir environ 40 points de vie. Vous voyez, lui aussi. Donc, il n'y aura pas des énormes barres de vie intombables. Ah, quoique je dis n'importe quoi, ça, c'est un jeune dragon. Ah non, un dragon, donc vraiment le gros dragon, le boss, il aura à peu près 88 points de vie. Voilà. Donc, on reste dans une range un petit peu, justement, comme on peut avoir dans Shadow Dark et tout. Donc, ça me plaît. On ne fait pas monter les barres de vie de manière débile. C'est un jeu... où on va parfois jeter les dés et essayer d'obtenir un résultat bas, et parfois jeter les dés et essayer d'obtenir un résultat haut. Donc ça, voilà, ça déjà, il y a des gens pour qui c'est rédhibitoire. Moi, ça m'a pas fait reculer. La plupart du temps, en dehors des combats, en fait, pour faire vos jets de compétences, d'attributs et tout, vous jetterez un D20 et vous essaierez de faire en dessous de votre score de caractéristiques. Alors que quand vous allez être en combat, vous allez jeter un D20
ajouter un modificateur et essayer de dépasser la classe d'armure de votre adversaire. Donc là, on est en terrain connu pour les versions plus modernes de D&D et compagnie. On va avoir des skills qui vont nous permettre d'utiliser des rerolls. Donc c'est une ressource. On va avoir un nombre de fois où on va pouvoir rejeter un jet de dés qu'on a raté pendant une aventure. Donc là, il va y avoir un truc d'attrition, d'utiliser des rerolls ou non à un certain moment. On va avoir la capacité de réaliser des exploits et tout. Bon, je vais avancer parce que si je vous lis tout ce truc, on va jamais tourner la page. Ok, donc là on nous explique comment on joue, je passe. Alors, premier truc aussi, non seulement il y a un petit côté Capharnaüm, mais ça fait son petit charme, moi je trouve. Mais par contre, en termes de structure, on commence par la création de personnages et on va mettre du temps à arriver aux mécaniques, vous allez voir. Pour créer un personnage, on va choisir... on a une méthode aléatoire. On nous recommande de jouer des humains, on pourrait jouer des non-humains si on le souhaite. Et on peut le déterminer de manière aléatoire. On va avoir un background qui va nous donner des compétences, tout ça. On va générer nos attributs aléatoirement. Sachant qu'on a des attributs en plus par rapport à du D&D conventionnel. Je vais vous montrer une fiche de personnage. C'est peut-être par ça que j'aurais dû commencer. Voilà une fiche de personnage. On a la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la perception, la volonté, le charisme et l'initiative qui est un truc dérivé. Donc, ouais, on a plus de sagesse. C'est remplacé par la perception et par la volonté. Vous voyez ici qu'on va avoir un nombre de rerolls. Donc, ça va être une ressource qu'on va pouvoir utiliser pour rejeter les dés. On va avoir aussi de la chance et on va pouvoir faire des jets de chance. Et notre chance, elle va diminuer à chaque fois qu'on réussit un jet de chance. Quand on échoue un jet de chance, elle va rester au même palier. Et puis quand on va utiliser la chance, qui va nous permettre d'activer des capacités, de faire plein de manœuvres et aussi d'éviter certains dangers, bref, eh ben, si on réussit notre jet de chance, cette chance diminue, donc ça devient de plus en plus difficile de réussir nos jets de chance jusqu'à ce qu'on se repose et qu'on récupère nos trucs. Vous voyez qu'on a la place pour des armes et tout. Donc la feuille est plutôt simple. On a notre équipement à un endroit. On a un truc pour noter nos blessures, parce qu'il va y avoir des blessures critiques où on va garder des effets négatifs pendant un petit moment. Et on a de la place pour écrire nos compétences et nos capacités spéciales. Mais sinon, vous devez retrouver là, en un coup d'œil, des trucs quand même qu'on connaît dans les jeux à la D&D. Donc, j'en reviens à mon truc. On va avoir un background qui va nous donner des petits bonus et tout en début de carrière. On va générer nos attributs. On va choisir une classe. On va avoir notre chance qui va être déterminée dès le début. Notre nombre de reroll, cette fameuse ressource qui nous permet de relancer les dés. Notre initiative, c'est une valeur dérivée qui est calculée. Nos points de vie, pareil. Notre death save, pareil. On va choisir des compétences. On va choisir nos capacités de classe. On va choisir de l'équipement. On va déterminer du coup, à partir de tout ça, notre classe d'armure, notre attaque, etc., etc. Donc jusque-là, on est à peu près en terrain connu. Donc qu'est-ce qui va changer par rapport à D&D ? Déjà, il y a cette histoire de roll under. Donc, en fait, vous allez faire la plupart du temps des jets sous caractéristiques. Donc, par exemple, j'ai 13 de force. Le MJ me demande de faire un jet de force. Jette un des 20, je dois faire 13 ou moins. Je vais avoir la possibilité de faire des grands succès et des terribles échecs. Donc, en fait, admettons, on a dit que j'avais 13 de force, donc je le mets sur ma fiche de personnage. Ça, c'est ma force. J'ai un modificateur de force, du coup, que j'en déduis, qui est de plus 1. Donc j'ai plus 1 en force. Donc ça, ce sera pour mes attaques, mes dégâts et tout, comme dans Donjons et Dragons classique. Maintenant, je peux aussi faire des grands succès et des terribles échecs. Donc pour 13, ok. Donc c'est un calcul qu'il faut faire, mais on l'a fait pour nous sur la fiche de personnage. Donc voilà. Donc en gros, si je fais un jet de force, je jette un des 20 et il y a 4 possibilités. Si je fais plus de 13, ce sera un échec. Si je fais 13 ou moins, ce sera une réussite. Mais si je fais 6 ou moins, ce sera une super réussite. Et si je fais un 20, ce sera un terrible échec. Donc ça permet d'avoir comme ça des marges un petit peu différentes pour amener un peu de nuance. Quand le MJ me demande un jet de caractéristiques comme ça, moi je peux avoir des compétences. Donc les compétences, ça va faire quoi ? Les compétences, ça va juste me donner plus 1. Donc si je devais faire un jet de force je sais pas moi, allons voir les skills. Un skill de force, s'il vous plaît. Athlétisme. Voilà, j'ai la compétence athlétisme et j'ai 13 de force. Bah, grâce à la compétence athlétisme, en fait, ce sera comme si j'avais 14 de force. J'ai plus 1 en force pour l'athlétisme. Donc ça voudrait dire que j'aurais écrit ici athlétisme. Voilà, j'ai athlétisme. Et donc, quand le MJ me demande de faire un jet de force, moi je peux dire, est-ce que l'athlétisme, ça s'applique ? Il va dire oui. Paf, j'ai plus 1. Parce que ça va me permettre aussi, l'athlétisme, c'est d'utiliser mes rerolls. Si j'ai pas la bonne compétence, je peux pas aller utiliser mes rerolls. Donc, admettons, j'ai 2 rerolls. Là, c'est une ressource. Vous voyez en haut à droite de ma fiche. Je rate un jet de force athlétisme. Et ben, je peux faire un reroll parce que j'ai athlétisme et donc relancer mon dé. Voilà. C'est à ça que servent les compétences. À faire un reroll et avoir un plus 1 lorsque le skill s'applique. Pour ce qui est de la chance maintenant. Donc, la chance, ça va être une mécanique qui va être utilisée à plein d'endroits différents. Au niveau 1, ma chance, elle démarre à 11. Et à chaque niveau, je crois, si je me plante pas, elle monte de 1. Donc à partir du niveau 2, j'aurai 12 de chance.
À partir du niveau 3, j'aurai 13 de chance, etc., etc. Je vais remettre à 11. Et quand je vais faire un jet de chance, ce sera un jet de chance sur une caractéristique. Genre, par exemple, je veux éviter une méga attaque de zone d'un dragon. Ça va être un jet de chance dextérité, ok? Donc, admettons, j'ai 13 de dextérité aussi. Donc, j'ai plus 1 en dextérité, voilà, comme modificateur. Bah, en fait, je vais faire un jet qui va devoir être en dessous de ma chance actuelle plus le modificateur. Donc, admettons, là, j'ai toute ma chance, donc je suis à 11. J'ai dextérité plus 1, bah, je vais devoir faire 12 ou moins. Si je fais plus que 12, bah, je rate mon jet de chance, tout simplement. Si je fais 12 ou moins, je réussis mon jet de chance. J'esquive la flamme du dragon. Par contre, ma chance actuelle diminue à 10. À chaque fois que je réussis, je baisse. Donc ça, c'était la mécanique de chance. Donc ça, c'est la base du jeu. Vous voyez déjà que c'est un petit peu plus compliqué que D&D, étant donné qu'il faut se souvenir que la plupart du temps, avec mon D20, j'essaye de faire en dessous d'une valeur, mais que de temps en temps, par exemple pour le combat et tout, là c'est comme du D&D classique, enfin classique, 5e édition, parce que dans l'ancienne version de D&D, on faisait des jets où il fallait pas faire beaucoup. Bah là, ce sera mon classique, classe d'armure, j'essaye de faire le max, je jette un D20, j'ajoute mon modificateur et tout. On a les deux possibilités, donc rien que ça, si vos joueurs, ils sont du genre à en avoir rien à foutre des règles, vous allez les perdre assez vite. Il va falloir qu'ils s'imprègnent du jeu et qu'ils acceptent de devoir maîtriser ces choses-là. Donc ça peut déjà être une petite barrière. Mais je pense que ça peut en valoir le coup avec ce qui arrive ensuite. Qu'est-ce qu'il y a d'un petit peu particulier? Donc les capacités de classe, donc là je ne vais pas vous faire le détail de toutes les capacités de classe, hein, sinon on n'a pas fini. En gros, votre classe, comme dans les trucs D&D, elle vous donne des points de vie, elle vous recommande un attribut, voire elles ont un attribut du minimum pour être choisi. Par exemple, pour être un artificier, il faut minimum avoir tiré 15 d'intelligence à la création de personnage. Sachant qu'à la création de personnage, si vous avez aucun résultat qui est supérieur à 15, etc., que vous avez fait des très mauvais jets de caractéristiques, il y a un truc pour vous rattraper, etc. Donc globalement, je pense que vous arriverez à jouer le personnage que vous avez envie de jouer. Il va y avoir les armes qu'il maîtrise, les armures qu'il maîtrise, classique. Il va y avoir sa liste de compétences parmi lesquelles choisir, son équipement de départ, etc., etc. Et il va y avoir ses petites capacités spéciales. Et la plupart des capacités spéciales des classes sont à usage limité. C'est pas toujours le cas, mais c'est une ressource aussi. Toutes les classes, quasiment, ont leurs petites ressources à gérer. Par exemple, le cultiste, il va pouvoir utiliser un nombre de bénédictions par jour. Le barde, il va pouvoir utiliser la capacité inspirer, inspire greatness, comment le traduire? Inspirer la grandeur, un nombre de fois égal à son niveau. Ça, c'est pas mal. C'est globalement, toutes les classes, elles ont une capacité qui va les rendre asymétriques. Ces classes, elles vont avoir une sorte de pouvoir spécial que les autres n'ont pas, qu'elles peuvent utiliser autant de fois que leur niveau dans une aventure. C'est une ressource qu'ils dépensent pour utiliser cette capacité spéciale. Autre truc que la classe va faire, c'est qu'elle va vous donner un bonus d'attaque. Donc ça, c'est aussi dans les jeux old school, il y avait un petit peu ça. Hein. Par exemple, le barbare, au niveau 1, il a plus 1 pour toucher. Au niveau 2, il a plus 2 pour toucher. Au niveau 3, il a plus 3 pour toucher, etc., etc. C'est déterminé par sa classe. En montant de niveau, on débloque des nouvelles capacités, des nouveaux skills et tout. Mais vous voyez que certaines classes tiennent sur juste une double page. Donc il n'y a pas de subclasse, beaucoup de personnalisation au sein d'une classe même. Il y a quand même des différences, c'est-à-dire que a priori, vous n'aurez pas forcément débloqué tous les trucs de votre classe, mais quand vous créez un nouveau personnage d'une classe, il y a des chances qu'il y ait des trucs qui soient les mêmes que l'autre qui a choisi la même classe. Surtout à haut niveau, quand vous aurez commencé à avoir tout débloqué. Typiquement, on va prendre le guerrier. Le guerrier, il est adaptable, et donc il y a différents styles de combat qu'il peut débloquer. Il va en débloquer un par niveau de style. Il va peut-être commencer avec 2 styles de combat, par exemple, et puis à chaque niveau, il va en débloquer des nouveaux. Et ça va lui permettre d'utiliser les différentes armes du jeu de manière plus optimisée et de switcher de stratégie, tout ça, vous voyez. Mais au niveau max, qui, je pense, est toujours difficile à atteindre, surtout que c'est un jeu mortel, etc., etc., 2 guerriers pourraient se ressembler, mais c'est là que c'est quand même particulier. Mais j'aime bien l'idée, en fait. Mais c'est de l'anti-game design, pour moi, entre guillemets. Enfin, en fait... on arrive au premier truc qui est vraiment space. Le jeu vous propose d'avoir une capacité unique pour votre personnage. À partir du niveau 3, et qu'au niveau 6 et au niveau 9, je crois, il obtient à chaque fois une capacité unique. Cette capacité unique, c'est écrit noir sur blanc, vous vous démerdez pour l'inventer. Vous inventez un truc. Donc c'est très old school dans l'idée. Il y a une sorte de filet de sécurité, j'ai envie de dire. C'est qu'il y a une liste de capacités uniques de laquelle vous pouvez vous inspirer. Mais on vous dit vraiment, je vais essayer de vous traduire franco comment c'est écrit. La nature ouverte de la capacité unique demande des conversations autour de la table pour garder les choses à peu près équilibrées et consistantes avec le genre de campagne que vous essayez de mener. Considérez ces trucs, ces capacités comme une mécanique en constant playtesting et sujet à des ajustements et tout. Donc honnêtement, il faut être sur une table où on est tous OK pour ça, quoi. Et où le MJ tranche à la fin, etc. Donc c'est vraiment très très old school dans l'esprit, quoi. Là, on est loin du jeu où les règles
tranche. C'est pour ça que je trouve que ce jeu, il a ce côté bancal qui m'empêche pas de le trouver intéressant et que ça fait très jeu d'un mec ultra passionné par le jeu de rôle et qui a essayé de transmettre son truc, quoi. Et donc, ouais, vous allez avoir les unique features. Donc, on va aller voir les unique features. Je scroll, donc là, il y avait toutes les classes et tout. Donc, je rappelle, toutes ces classes, il n'y en a quasiment aucune qui fait de la magie. Vite fait, il y a quelques trucs il y a un truc que j'aime pas trop, c'est que, hop là, le rôdeur, il a forcément un compagnon animal. Ça, je suis pas ultra fan. Mais sinon, voilà, les classes et tout, leurs capacités et tout, je trouve qu'elles sont rigolotes, je les ai lues. Dans la création de personnages, vous pouvez aussi tirer des liens entre les personnages, voilà. Donc ça, c'est plutôt bienvenu. Il y en a pas mal, en plus de différents. Et le but, c'est que chaque personnage ait au moins un lien avec un autre personnage et que ça puisse raconter un peu l'histoire d'avant qu'on commence la partie. Et donc voilà pour les exemples de capacités uniques. Donc il y en a certaines, voilà. Si vous voulez la jouer safe, en fait, vous piquez une capacité d'une autre classe. C'est ce qu'on vous propose. Mais il y en a d'autres qui sont complètement pas pareils, genre un pacte faustien, vous avez été touché par une divinité, enfin voilà. Du coup, en fait, à partir du moment où on introduit ce truc de capacité unique, bah, aucun personnage ne sera pareil. C'est une ouverture. Vous vous sentez plus limité par les subclasses, etc. à la Donjons & Dragons 5e édition, ou d'avoir les 40 bouquins de Pathfinder qui vous donnent 10 000 capacités différentes. En fait, le jeu vous oriente plutôt vers une conversation sur c'est quoi le personnage que tu aimerais bien avoir, vas-y, on bricole une mécanique. Donc plutôt du theory crafting et de la... Enfin, pas du theory crafting, mais une sorte de building et de création de personnages autour de la table, dans la conversation, plutôt que de séparer le côté je crée mon personnage et le mettre en dehors de la table. Quand vous jouez à un jeu comme Pathfinder ou je sais pas quoi, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un jeu en dehors de la table. J'ai le sentiment. Ou en tout cas que ça incite à ça, c'est-à-dire à aller chercher dans les 14 milliards d'options, et finalement, il y a beaucoup de choses qui se jouent en dehors de la table, à feuilleter le bouquin, à aller chercher les capacités, à optimiser, etc. Là, c'est pas vraiment ça. On vous dit, ouais, c'est quand même cool d'avoir plein de capacités différentes et tout, allez-y, mais on vous en donne pas une liste, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher dedans, faites ce que vous voulez. Et voilà juste des exemples. Je pense qu'il y a des gens, ils trouveraient ça nul, moi je trouve ça plutôt rigolo. Ça me rappelle en fait... quand je faisais du jeu de rôle et on inventait tout et n'importe quoi. On essaye de rendre ça canon, enfin, pas canon, mais de faire en sorte que ça fasse partie des règles. Je scroll comme ça, au passage, pour dire que, ouais, je trouve que les illustrations et tout, le bouquin a l'air plutôt stylé. Je l'ai commandé, moi, ce bouquin. J'ai hâte de l'avoir en main. Au niveau des skills, donc, je vous ai déjà un peu expliqué le truc. Les rerolls aussi, je vous ai déjà expliqué. Donc, je vais pas m'attarder, parce que sinon, on pourrait aller en profondeur dans chaque truc, ça pourrait être long. On a un système d'encombrement. On différencie ce que vous portez sur vous et qui est rapide d'accès et ce que vous portez dans votre sac. Donc c'est assez simple, en fait, on calcule le nombre d'objets, en gros, que vous pouvez porter. Le nombre d'objets que vous pouvez porter, en gros, c'est votre force. Minimum 10, si jamais vous avez moins de 10 de force. Donc admettons, j'ai 14 de force, je pourrais porter 14 objets, j'aurai 14 slots. En fait, on va juste couper la poire en deux. Il y aura 7 de ces slots, c'est les trucs qu'on considère comme battle ready, c'est-à-dire que je peux les dégainer facilement, etc. Je suis pas obligé d'aller chercher dans mon sac. Et l'autre moitié, mes équipements que je porte dans mon sac. Donc plus je suis fort, plus je peux rapidement récupérer des trucs et tout, et porter plein de trucs globalement. Moins je suis fort, moins j'ai de trucs accessibles rapidement, et plus je dois tout mettre dans mon sac pour que ce soit facile à transporter. Pour ce qui est des prix, etc., il n'y a pas une méga liste de prix et tout. On jette juste un dé pour la valeur des choses, donc les trucs... commun, c'est 1 des 3 pièces d'argent. Les trucs pas communs, c'est 3 des 10 pièces d'argent, etc. Il y a plusieurs options. Vous allez voir qu'à partir de maintenant, c'est vraiment une foultitude d'options. Donc, à mon avis, c'est pas du tout un jeu où il faut jouer avec toutes les options et toutes les règles au début. Il faut faire son picking au fur et à mesure. Mais il y a des options, par exemple, pour les munitions. Soit on s'en fout, soit c'est une sorte de jet d'usure, soit on les compte. Enfin, voilà, il y a plusieurs trucs qui sont proposés. On a quelques équipements là qui sont détaillés, des prix pour les lifestyles. Les armes, c'est assez particulier. Ça, c'est un autre truc qui change de Donjons & Dragons. En gros, quand vous faites 20 pour attaquer, vous faites un coup critique. Un coup critique, ça va faire que vous allez faire votre maximum de dégâts plus la moitié de votre niveau, je crois. Mais si vous faites un 19, ce que ça va faire, c'est déclencher un trauma. Donc, ça va pas augmenter vos dégâts, mais ça va directement faire un effet spécial, en fait. Et en fonction de votre arme, ce sera pas le même effet spécial. Si par exemple, je me bats avec une hache, et que je fais un 19, je vais infliger un trauma de lame à mon adversaire. Donc il y a contondant, il y a lame, il y a empalant, donc piercing, et puis on a d'autres pour d'autres trucs, mais globalement pour les armes, c'est ces trois-là. Et ça va avoir différents effets. Donc vous voyez là déjà que ça peut quand même rallonger vos combats. Hein. Ça, c'est une certitude. Faut pas jouer à ce jeu si vous voulez gagner en vitesse. Alors, comme on a moins de points de vie, d'une certaine manière, que dans d'autres jeux, on ira peut-être plus vite que
dans des jeux où il y a 1 milliard de points de vie. Par contre, chaque tour va être plus long. En fait, le combat overall pourrait, je pense, être de la même durée, voire plus rapide que D&D 5e édition, parce qu'on va plus vite mourir ou plus vite subir des dégâts, des blessures critiques, des sortes d'effets secondaires et tout qui vont nous faire fuir le combat, etc. Il y a des règles de morale et tout aussi. Par contre, à chaque tour, il y a plus de choix à faire et plus de jets de dés à faire. Typiquement, j'attaque, donc je fais un jet d'attaque. Je fais 19, c'est un trauma. Et ben je vais devoir en plus jeter mes dégâts. Donc je jette mes dés de dégâts, je calcule mes dégâts, je les soustrais au point de vue de l'adversaire. Et en plus, je fais un jet de trauma pour voir le trauma qui s'applique à mon adversaire. Donc vous voyez, ça rallonge quand même le truc. Il faut aimer jeter les dés. On est vraiment sur un agenda différent de ce qui se fait de plus en plus. En plus, les armes, elles ont des petits effets spéciaux, genre elles peuvent donner un peu plus d'initiative, donner des petits trucs et tout. L'armure, c'est plutôt simple. Il faut la dépasser, elle peut donner des malus. Et vous voyez, là, on arrive à la page 63 et on est enfin dans le chapitre « Faire des trucs » qui s'appelle le chapitre. Ça me fume. Faire des trucs, c'est-à-dire comment on joue en fait. Et ben, c'est pas trop tôt à la page 63. Alors je suis peut-être médisant, peut-être qu'au début, il y a un petit peu des trucs qui sont expliqués vite tough. Il y a l'exemple du début qui peut un peu nous aider. C'est un peu tard. It's okay. On a différents types de jets. Donc on a les jets d'attributs dont on a parlé, là où il faut faire moins que sa caractéristique. Les jets d'attaque qu'on connaît de Donjon Dragon. Le jet de chance dont on a déjà parlé. Il y a les montages qui nous sont proposés. Donc c'est par exemple pour faire une série un peu plus abstraite, un peu plus cinématique de jets de dés. Par exemple, on veut pas vraiment faire un dungeon crawl, vous voyez. On veut, je sais pas moi, faire un cambriolage. On veut enchaîner des petites scènes jusqu'à arriver à la salle du coffre. On a une règle pour ça qui peut faire penser à, par exemple, du D&D 4e édition, ce genre de choses. Donc, en fait, on va faire des successions de jets de compétences, de caractéristiques pour faire cette scène. Si on accumule trop d'échecs avant d'avoir eu suffisamment de réussite, on se fait coincer et, je sais pas, on est forcé de combattre ou de fuir. Et si on réussit, on parvient à faire notre truc. Donc, ça, on le retrouve dans d'autres jeux. On a un truc de réaction classique de jeu old school. On nous explique comment gérer un petit peu les trucs pour influencer les PNJ, les trucs sociaux. Et on arrive au combat. Donc on commence par l'initiative, c'est plutôt simple, c'est un camp puis l'autre. Et pour savoir quel camp joue en premier, il y a un des PJ qui va faire un jet d'initiative. S'il réussit, tout le groupe joue avant les méchants. S'il rate, tout le groupe joue après les méchants. Et à chaque tour, on change de PJ qui fait le jet d'initiative. C'est tout simple. Vous avez vos trucs classiques de surprise, genre si un groupe en surprend un autre, il a un tour gratuit, blablabla. Un truc qui est intéressant, c'est que l'initiative, ça peut aussi servir à faire des interceptions. C'est-à-dire qu'à votre tour, vous pouvez, par exemple, retarder votre tour, dire j'attends que l'ennemi charge, etc. pour jouer. Ou alors, vous n'avez pas encore joué, vous pouvez essayer de faire une interception, c'est-à-dire d'interrompre l'action de quelqu'un qui joue avant vous. Et en fait, pour réussir cette interception, vous allez faire un jet d'initiative. Donc le joueur en fait qui dit par exemple, moi j'attends pour jouer que ce monstre il bouge pour voir ce qu'il fait. Comme ça, s'il charge le magicien, je pourrais l'intercepter et me mettre sur sa trajectoire. Eh bien, très bien, il passe son tour. Et au moment où le monstre va charger le magicien, là, le PJ, il pourra pas simplement faire « Hop, allez, je me mets devant », vous voyez, sinon, ça enlève tout intérêt à l'initiative, etc. À ce moment-là, il pourra faire un jet d'initiative. S'il réussit, il intercepte le monstre. S'il rate, le monstre passe. Ensuite, on a des jets de morale pour terminer le combat plus vite quand la moitié des monstres sont morts, quand le chef a été tué et tout. On connaît. Les déplacements sont abstraits, mêlés, proches, loin, très loin, ça j'aime bien. Et voilà, là on commence à avoir des règles un peu plus complexes que vous pourriez ne pas avoir très envie d'utiliser dès le début, ou en tout cas pas. C'est le genre de règles, il faut pas les expliquer à vos PJ au début du combat, je pense. C'est soit ils ont lu le livre de règles et à un moment donné ils se disent que c'est cool de s'en servir, soit à un moment donné ils proposent une action et vous vous dites ah ça mérite un petit bonus et tout, et vous pouvez vous inspirer du bouquin pour leur donner un bonus. Par exemple la charge. Si vous dites à vos PJ, alors tu peux choisir entre charger, intercepter, nanana, c'est compliqué. S'ils ont lu les règles en amont et qu'ils le savent et qu'ils veulent s'en servir, c'est top. Mais si vous devez leur expliquer ça au début du premier combat, en amont du combat, vous pouvez être quasiment sûr qu'ils vont pas retenir et que ça va juste leur faire un brain freeze. Mais en tout cas, voilà, vous avez des options pour la charge. Il y en aura plein d'autres après, des petites options comme ça, des petites règles secondaires. J'appliquerai comme la charge, quoi. Je me servirai de la base et j'irai regarder au besoin ces règles-là. Donc on a l'interception dont on a déjà parlé. On a les attaques d'opportunité, se relever, voilà, bloquer une zone. Alors la fuite du groupe, ça demande un jet de chance, donc la fameuse chance dont on parlait plus tôt. Si à un moment donné le combat il commence à partir en sbeul, vous pouvez essayer de fuir, et dans ce cas-là,
le groupe dans son ensemble fait un jet de chance. Chacun fait son jet de chance. Si la moitié du groupe a réussi, tout le monde peut se barrer. Si la moitié du groupe n'a pas réussi, en gros qu'il y a moins de la moitié du groupe qui a réussi son jet de chance, ceux qui ont réussi leur jet de chance peuvent essayer de se barrer instantanément, on se pose pas de questions. Ceux qui n'ont pas réussi doivent continuer à combattre. Donc ça, je trouve ça rigolo. Et on a aussi des règles de course-poursuite qui sont plutôt simples. En fait, on va alterner d'un PJ à l'autre pour mener la course. On va devoir réduire la distance entre les deux groupes. Une course, ça va être 6 rounds, en gros, entre guillemets, de course-poursuite. Si les poursuivants réussissent à réduire la distance avant la fin des 6 rounds, ils vous rattrapent. Si vous tenez les 6 rounds, en fait, sans que les poursuivants réussissent à réduire la distance à 0, vous vous échappez. Et on va avoir des événements, une sorte de table aléatoire de trucs pour créer des twists dans la course-poursuite. Donc ça, c'est assez cool, vous voyez. Ça, j'aime bien. C'est inspirant. Même si je jouais pas à ce jeu, je pourrais prendre quelque chose. Et il y a pas mal de trucs dans ce bouquin, je trouve, comme ça. Comme par exemple la mécanique de chance, que je trouve sympathique. Ensuite, comment ça fonctionne les actions ? On peut se déplacer et faire une action. Voilà, ça, c'est vraiment ce que j'aime. Il n'y a pas plus simple. Voilà, là, on entre dans les autres trucs. Vous voyez, là, on a les petits modificateurs de mêlée. Donc ça sent, vous voyez, les petits modificateurs de mêlée, là, ça sent le jeu à l'ancienne où ça gratte des petits points à droite à gauche, vous voyez. Genre, ouais, on est plus nombreux, est-ce qu'on pourrait pas avoir un bonus ? Ok, t'as plus 1. Ah, là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, est-ce que je peux avoir plus 1, moins 1 ? On vous propose ces trucs-là, honnêtement, je ne les prendrai pas en compte comme des règles. Je les prendrai en compte comme des guidelines et je laisserai plutôt mes joueurs essayer de négocier et je garderai en tête que je peux leur donner des plus 1, plus 2 si ça leur fait plaisir. Il y a un truc que j'aime pas du tout, vous voyez, ça c'est un reliquat par exemple de vieux jeux de rôle que j'aurais pas du tout gardé, c'est être aveuglé, ça donne 66% de chance de rater son attaque. Je préfère largement donner un malus ou un désavantage parce qu'il y a une mécanique d'avantage-désavantage. C'est ça qui est, c'est un joyeux foutoir. On peut à la fois donner des petits plus 1, des petits plus 2, des petits moins 1, des petits moins 2, mais on peut aussi donner l'avantage des avantages, et quand on est aveugle, c'est carrément une règle de pourcentage. Ça me fume. Donc il y a plein de trucs que j'ignorerais si je jouais à ce jeu. Les dégâts, c'est classique, il n'y a rien à en dire. Les coups critiques, on en a déjà parlé. Les fumbles, bah voilà, on nous propose des trucs qui pourraient se passer en cas de fumble. On a la manœuvre d'esquive classique de Donjons et Dragons. Maintenant, on entre dans un truc que j'aime bien, c'est les exploits. Donc en fait, on nous dit à chaque attaque qu'on fait, si on veut, on peut essayer d'accomplir un petit exploit. Donc ça rallonge encore le tour d'un joueur. C'est-à-dire il fait d'abord son attaque, il fait des dégâts, et s'il a réussi à faire son attaque et faire des dégâts, là il peut demander à essayer de faire un petit truc en plus, genre est-ce que je peux désarmer le mec, est-ce que je peux le faire tomber par terre, etc. Et là le MJ, il peut proposer une règle à la volée pour que le gars fasse ça. Donc on peut faire des trucs comme ça. Ça s'appelle des exploits mineurs. On peut essayer à chaque tour et tout, à partir du moment où on a réussi nos dégâts. Donc déjà, ça crée quand même un entonnoir. Il faut au moins avoir réussi son jet d'attaque et tout. Comme ça, on n'est pas obligé de trop réfléchir. D'abord, je fais mon jet d'attaque et je vois si j'inflige des dégâts. Ensuite, on se pose la question de si je fais un exploit. Donc ça, je pense que c'est assez malin. Et cet exploit mineur, si on échoue une fois à faire un exploit mineur pendant le combat, on ne peut plus en faire pour la suite du combat. Donc ça fait penser à Mythic Bastionland dont je parlais dans la vidéo sur Kern. Donc ça permet de mettre une limite aussi. Et ça coûte rien, etc. Tout le monde peut le faire. Et comme la plupart des classes sont des classes martiales, etc., cette mécanique va souvent être utilisée. Donc c'est très Sword and Sorcery. Ça invite à essayer de trouver des avantages tactiques, à pousser des mecs, à je sais pas quoi. Je trouve que c'est bien. Ça rallonge mon tour de combat, mais comme on a moins de points de vie, voilà, ça s'équilibre un petit peu. Je trouve que c'est simple et efficace. Les exploits mineurs comme ça, ils doivent avoir un effet court terme, genre je désarme le mec pour le prochain tour, quoi. Ou bien je le fais tomber. Enfin, c'est des petits trucs. Et ça peut affecter qu'un seul adversaire. Si je veux faire des trucs de foufou, genre je tape tous les mecs autour de moi, je décapite le mec, j'en ai rien à foutre, je veux faire des trucs de malade qui pètent complètement les règles du jeu. Là, la règle de luck dont on parlait tout à l'heure, qui diminue au fur et à mesure, donc cette sorte d'attrition de la chance, va s'appliquer. Donc, je vais vous le lire tel quel. Un personnage peut tenter des exploits majeurs, des trucs super impressionnants, ultra forts, et c'est que les PJ qui peuvent faire ça. Un aventurier peut casser l'arme de son adversaire, attraper un ennemi dans chaque main et exploser leur crâne les uns contre les autres, décapiter une wyvern, arracher une patte à un scorpion géant, enfin voilà, les trucs de badass. Ces exploits-là, ils peuvent affecter plusieurs personnes, ils peuvent avoir des effets permanents, et ça peut même être la mort. On peut négocier la mort, entre guillemets. Ça ne doit pas augmenter les dégâts d'une attaque, mais ça peut augmenter les dégâts globalement, parce qu'on va, avec la même attaque, toucher plusieurs personnes. Mais ça va pas augmenter nos dégâts mono-cibles, entre guillemets, les exploits majeurs. Ça ne peut pas instantanément tuer ou incapaciter un adversaire, à moins que cet adversaire, qu'on soit d'un niveau supérieur à celui de cet adversaire. Donc, admettons, mon personnage est niveau 3, le monstre que je combats, il a un hit dice, donc entre guillemets une sorte de niveau de monstre, de 1,
ok, je peux tenter un exploit majeur qui consiste à lui couper la tête en un coup. Mais si c'est un dragon hit dice 10, je ne peux pas proposer ça. Le MJ a le mot final sur ce qu'on peut faire. Bon, voilà. Démerdez-vous avec ça. Mais j'aime bien cette logique. En gros, la chance, comme mécanique, c'est exactement ce que j'avais essayé de faire. Enfin, exactement. C'est la même logique que je voulais utiliser dans Shadow Dark, dans une campagne précédente. Mettre une mécanique, en gros, qui permet la négo, mais qui est quand même limitée parce qu'on a décidé que c'était une ressource, en fait. On a une ressource qu'on peut dépenser pour négocier les trucs. Bah, c'est le même principe. Donc, on fait notre jet d'attaque, on fait des dégâts. À ce moment-là, on se dit, ah, j'ai envie de faire un exploit majeur. On a déjà réussi à attaquer et tout avant. Donc, on fait notre jet de chance. Et si on réussit, notre chance diminue et on peut faire notre super truc. Donc, je trouve ça très très cool. Ensuite, on a les rescues. Donc, ça, c'est carrément. C'est un peu comme l'interception dont on parlait tout à l'heure, mais c'est une sorte de meilleure interception qui demande un jet de luck et qui va permettre de faire un exploit pour sauver quelqu'un. Genre, je me jette en travers des trucs du dragon, je mets mon bouclier pour bloquer les flammes et blablabla, blablibou. Je m'en fiche des règles, j'ai juste envie de faire un truc ultra badass. Et bah, je peux le faire si je réussis un jet de chance. Donc, ça, c'est une des petites spécificités du truc qui fait que ça ajoute un côté cinématique. Alors, clairement, si vous cherchez à faire de la sword and sorcery avec des règles plus simples et tout, avec moins de crunch, c'est possible. Ce jeu n'a pas le monopole des exploits héroïques ou je sais pas quoi. Vous pouvez jouer à Barbarians of Lemuria, il y a des trucs un peu du même genre, par exemple, qui vous sont proposés. Ce jeu, en fait, ce qu'il propose, c'est de jouer un truc assez semblable à Donjons & Dragons, mais plus mortel et plus YOLO, on fait des trucs de ouf, sans que ce soit ultra codifié dans les règles. Mais ça reste une base, on va dire, assez classique, avec plein de petites règles à droite à gauche, plein de trucs dans tous les sens. C'est pas un jeu, c'est pas juste un jeu pour raconter une histoire. Mais je trouve que c'est d'assez bonne intégration de ce genre de trucs délirants. Ça met en fait une sorte de framework, de structure pour les super actions qui pètent les règles que tout le monde a envie de faire dans Donjons & Dragons et où à chaque fois le MJ fait non, tu l'as pas sur ta fiche de personnage, ça. Ok. Ensuite, on a des règles un peu plus détaillées sur certains styles de combat, montée, tout ça. Pour moi, ça, c'est ciao. C'est ciao. Moi, quand on en a besoin, je n'essaie même pas de retenir ces règles. Ensuite, on a quelques conditions. C'est pareil, on regarde quand on en a besoin. On peut improviser des règles qui ne font pas partie de ces conditions. Tant que ça ne nous dérange pas, ça va pas péter le jeu, je pense. La mort, c'est assez particulier. Ça peut être assez violent. En gros, quand vous arrivez à 0 point de vie, vous tombez par terre et on ne sait pas si vous êtes mort ou pas. À la fin du combat, quand on va venir checker votre corps, à ce moment-là, vous allez faire un jet contre la mort. Si vous ratez, vous êtes mort. Si vous réussissez, vous êtes mourant. À partir du moment où vous êtes mourant, bah voilà, si quelqu'un a de quoi vous soigner, etc., il n'y a pas de jet de dés et tout. Il vous rend un point de vie. Il faut rester peut-être 2-3 minutes à votre chevet. Vous allez faire un jet sur les blessures et conséquences et peut-être que vous allez souffrir d'un malus temporaire, etc. Donc le jeu est, pour le coup, là, mortel. Alors vous avez un truc pour compenser, c'est que votre jet contre la mort, là, c'est un des jets où vous pouvez utiliser vos rerolls. Donc cette ressource qui vous permet de relancer des... mais sinon, ouais, une fois que vous êtes arrivé à 0 point de vie, grosso modo, une chance sur 2, voire 2 chances sur 5, en fonction de votre modificateur, de mourir. Et pour la récupération des blessures aussi, hein. En plus de ça, vous avez les Blade Trauma, là, donc des trucs qui peuvent vous faire des trucs, genre vous couper un œil, machin, etc., avant même que vous soyez arrivé à 0 point de vie, donc c'est quand même assez violent. Et pour ce qui est de la récupération, etc., bah c'est assez lent aussi. En gros, à chaque fois que vous allez faire une sorte de repos court, donc juste après un combat que vous venez de remporter, vous allez faire 2 jets de volonté, et pour chaque jet réussi, vous allez pouvoir choisir une option comme récupérer des points de vie, récupérer une de mes capacités de classe, récupérer un reroll, là, un jet de... En gros, vous allez pouvoir récupérer des trucs dans toutes les attritions du jeu. Les attritions du jeu, c'est les rerolls, les points de vie, les capacités de classe et tout, vous allez pouvoir en récupérer. Le long repos qui permet vraiment de quasiment tout récupérer en un coup, c'est 7 jours de repos. Donc ça pose le truc en mode low fantasy, hein. Dormir, ça va vous rendre un petit point de vie. Avoir de l'équipement du genre kit de soins, ça vous permet de récupérer un petit peu plus vite et tout, mais c'est pas je respire 5 minutes et ça va, je suis en forme. Donc il y a vraiment un truc autour de l'attrition, à tous les niveaux. Et pour ce qui est de la chance, parce que la chance c'est quand même assez central, hein, vous avez vu pour faire les exploits, etc. La chance, ça se regagne très lentement, hein. Je pense que si je jouais à ce jeu, ce serait aussi un des trucs que je changerais. Actuellement, là, enfin tel que proposé, la chance, ça se récupère de 1 point par long repos, donc 7 jours de dodo, quoi. C'est violent, parce que justement, dans la Sword and Sorcery, j'ai envie de pouvoir quand même assez fréquemment faire mes super exploits. Alors ça dépend, hein, si on voit la Sword and Sorcery à la Conan le barbare, en mode je suis un malade et tout, ou la Sword and Sorcery un petit peu plus low. Et moi, je serais en mode, la chance, j'aimerais bien en récupérer un petit peu plus souvent, parce que finalement, je perds de la chance que quand je réussis mes jets de chance. Le fait de pouvoir la récupérer quand même un petit peu plus souvent, du genre, je sais pas moi, 2 ou 3 points de chance, par exemple, par long repos,
bah ça me donne envie de m'en servir plus, tout simplement. Hein. Et en m'en servant plus, bah j'en perds plus aussi. Donc tant que je peux pas dormir pendant 7 jours, je suis un peu dans le caca si j'ai plus de chance. Donc j'ai envie que mes joueurs, en gros, ils n'économisent pas leur chance pour avoir plus beaucoup de chance, pour commencer à être dans la mierda. Donc voilà, je pense que la boucle est un peu trop rude ici, à mon goût. Ensuite, la magie, là, pareil, c'est très particulier par rapport à Donjons et Dragons. Donc vous pouvez lancer un nombre de sorts limité par jour, etc. Il y a des effets secondaires à la Warhammer et tout. Comment ça fonctionne? Il n'y a pas de niveau de sort. Donc vous pouvez avoir n'importe lequel des sorts de la liste de sorts du jeu dès le niveau 1. En fonction de votre jet, s'il est bon, pas bon, les sorts peuvent être plus ou moins puissants. En fonction de votre niveau de personnage, les sorts peuvent être plus ou moins puissants aussi. Donc il y a un jet pour réussir à lancer les sorts. Ça, c'est une chose. Et il y a un autre jet, c'est pour savoir si vous allez avoir un effet secondaire dangereux. Et là, c'est particulier. En fait, vous avez une sorte de... Le DDM, donc ça se trouve ici. Il est là à droite. Je ne sais pas si vous voyez. Le petit livre de magie là sur la feuille. Au début, il est à 1, et à chaque fois que vous allez lancer un sort, tant que vous n'avez pas déclenché une catastrophe, ça va monter. Donc, je lance un sort, j'ai pas déclenché de catastrophe, ça passe à 2. Je lance un sort, j'ai pas déclenché de catastrophe, ça passe à 3. 4, 5, 6, etc., etc. Et en fait, comment se déclenche une catastrophe? Je vais lancer un dé, et si ce dé, il fait mon seuil ou moins, donc au début, si je fais un 1, ça déclenche la catastrophe. Admettons, j'ai lancé plusieurs sorts, maintenant c'est à 4. Le dé que je vais lancer, là, pour savoir si je déclenche une catastrophe, si je fais 4, 3, 2, 1, ça augmente la catastrophe. Donc, ça déclenche la catastrophe, pardon. Donc, en fait, plus vous lancez de sorts, plus il y a de chances qu'une catastrophe se déclenche. Votre DDM, là, donc cette sorte de seuil de catastrophe, il se reset à 0, à 1, pardon, il revient à 1 dès qu'une catastrophe est déclenchée. Donc, c'est inéluctable, quasiment, que vous finissiez par déclencher un des effets dangereux, etc. Et c'est des trucs genre vous mutez et tout. Donc, bon, il faut aimer, hein. Il faut aimer cette fantaisie-là. Alors, il y a une version alternative, si on regarde tout à la fin, il y a des variations de règles. Il y a une autre liste qui est proposée pour une magie moins dark. Toujours aussi dangereuse, mais moins dark. C'est une possibilité, donc pour avoir moins ce côté mutation à la Cthulhu et tout. Donc après, voilà, il y a des mécaniques un petit peu particulières en plus. Hein, je vais avancer. Donc vous avez une table aléatoire d'effets de magie, là. Il y a pour les prêtres, etc., il y a des trucs un petit peu différents. Donc en gros, vous allez avoir une liste de sorts. Alors là, pareil, c'est pas du tout optimal. C'est pas du tout optimal. Les sorts, il a réinventé le vocabulaire des sorts. En fait, c'est pratique, vous voyez, qu'il y ait du vocabulaire commun, genre boule de feu, ce soit un sort qu'on retrouve dans plein de jeux. Tout de suite savoir ce que c'est. Là, on s'en fout. Alors, on peut les deviner assez facilement, hein, mais on s'est quand même amusé à leur donner des noms un peu bizarres, genre. Pour certaines, comme Gabbling of the Jade Moon, Fetid Fog of the Pit People, Man Flesh, Mask of Many Faces. Donc on se doute que Mask of Many Faces, ça va être un truc pour se déguiser. Mais c'est pas directement clair les noms des sorts. Mais ça donne un petit côté mystique en même temps au fait simplement de feuilleter la liste de sorts. Donc il n'y a pas 1 milliard de sorts. Ça, je trouve que c'est bien. Je trouve qu'il y a trop de jeux où il y a trop de sorts. Ils n'ont pas de niveau et ils sont de plus en plus forts en fonction de votre niveau. Donc voilà pour la magie, la fameuse magie dangereuse et tout. On vous propose des règles pour faire des rituels, c'est assez vague, encore une fois, c'est un peu à la négo et tout. Et ça permet de faire des sorts qui sont pas partie de la liste, quoi, et qui sont plus puissants et tout. Alors ensuite, on va commencer à accélérer, on arrive sur vraiment le côté boîte à outils où il y a 1 milliard de choses. En gros, là, on a vu la base du jeu. Tout ce qu'il y avait avant, c'était la base du jeu. Donc c'est pas compliqué, mais je pense que c'est plus lent que ce que je fais d'habitude. Je doute que les joueurs à qui j'ai joué la Shadow March ou tous les gens qui peuvent se retrouver dans mon côté... le fait que je propose et que je parle plutôt de jeux minimalistes se retrouvent dans le jeu que je vous présente là. Mais je pense pas que ce soit hyper compliqué non plus. Ça, c'est un autre public. Quand on commence à arriver là dans toute la boîte à outils, c'est là que ça se complique quand même un petit peu et qu'encore une fois, il va falloir faire le tri. Alors déjà, j'aime pas du tout le système d'XP, j'ai pas vraiment envie de passer dessus. Il y a une bonne idée, c'est que au début, ça va très vite d'XP et ensuite ça ralentit. Vu que le jeu est mortel, ça permet de rattraper les autres plus facilement. Mais d'un autre côté, c'est déjà particulier en soi de dire que si mon personnage meurt, je suis obligé de retourner au niveau 1, vous voyez. C'est déjà une philosophie assez particulière qui, je pense, correspondra pas à beaucoup de tables. Et je trouve juste que les écarts là d'XP sont juste énormes. Enfin, en fait, passer du niveau 8 au niveau 9, je dois gagner 150 points d'expérience, quoi. Non, 250 points d'expérience, pardon. Alors que pour passer du niveau 7 au niveau 8, je dois en gagner 150. Enfin, je sais pas, ça me semble vraiment raide. Alors, encore une fois, il y a une mécanique un peu particulière que je trouve sympathique, mais qui est compliquée, qui est pas intuitive. C'est les avancées par session. Et en gros, ce serait que au lieu de passer directement au niveau suivant, à chaque session, vous débloquez une petite capacité parmi celles que vous devriez avoir au niveau suivant. Mais
comme pas mal de petits trucs dans ce bouquin, c'est pas très élégant, quoi. Ensuite, on a des règles, voilà, pour plein de trucs de downtime. Sachant que les downtime, du coup, ils vont bien porter leur nom, hein, parce que vu le temps qu'on est à récupérer, là, entre deux aventures, une aventure, c'est pas forcément une session. Une aventure, ça peut être plusieurs sessions. Mais entre deux aventures, si j'ai vraiment envie de récupérer tous mes luck tokens, enfin, pas mes luck tokens, mais ma luck, bah moi, je vais pas vous le cacher, si j'utilise les règles telles qu'elles sont décrites plus haut, je vais rester 3 mois au chaud. Donc on a des règles de black market, de carousing, pour créer des événements aléatoires de downtime, des règles pour faire des paris, pour essayer de gagner de l'argent, des règles pour essayer d'avoir un petit familier. Alors à chaque fois, c'est pas des trucs super compliqués, hein. C'est pas vraiment des grosses règles pour avoir un familier. Alors d'abord, faites un jet de dressage, puis un jet de machin, puis de trucs et tout, je crois pas. C'est plutôt des jets pour déterminer le temps que ça va prendre. Et encore une fois, ça... c'est pareil, moi je m'en servirai pas tel quel. Faire un jet pour savoir en combien de temps je vais avoir un animal de compagnie, je jette 2d6, admettons je fais 7, voilà, ça va durer 7 semaines. Donc ça veut dire que je dois avoir, entre guillemets, un calendrier, savoir où en sont mes projets en nombre de semaines et de jours. Je trouve ça pas élégant. Si je devais utiliser ça, je pourrais très bien m'en inspirer, c'est cool en termes de boîte à outils. Mais j'utiliserai sûrement des segments de progression un petit peu à la Blades in the Dark ou je sais pas quoi. Pareil pour la fabrication de potions. En gros, toute la gestion du temps. Moi, gérer le temps en jours et en semaines, j'aime pas. Je préfère un truc plus ludique. On a des trucs sur les addictions, etc. Donc, on peut s'amuser. Voilà, si on aime le crunch et tous ces trucs-là, il y a de quoi faire. Ensuite, ici, vous voyez que voilà, c'est un document de playtest, donc il manque encore des petites choses. On a des trucs sur les maladies, les parasites. On a un truc pour le dungeon crawl. J'aime bien, il y a une règle de Dungeon Events pour venir créer des effets de surprise dans l'exploration du donjon. Et on a une règle de consulter l'oracle, ou consulter les os. Ça, j'aime beaucoup. C'est un des trucs qui m'a trigger et qui m'a fait revoir le jeu d'ailleurs. Pour la petite anecdote, comme je vous le disais, il y a 5-6 ans, j'avais découvert Low Fantasy Gaming. Mais quand j'ai vu des vidéos passer ou des miniatures, des miniatures YouTube écrites Tales of Argosa, je me disais pas, tiens, c'est marrant, c'est la suite de Low Fantasy Gaming. Ce qui m'a fait regarder Tales of Argosa, vu que c'est un nom vraiment random et qu'il y a plein de jeux qui sortent tout le temps, c'est que j'ai vu, je sais plus, sur une des miniatures ou une vidéo, que le mec avait des dés un peu avec des symboles et tout, et que je trouvais ça ultra stylé. C'est ça qui m'a réattiré mon attention et qui m'a fait découvrir l'existence de cette deuxième édition. Donc on le verra juste après. Donc voilà, on a le Dungeon Crawl. On a des règles pour l'exploration, et c'est plutôt complet. On a des rôles de voyage, on a des trucs pour la météo, des trucs pour les événements, des rencontres aléatoires pour les différents trucs, les villes. Donc tout ça, moi, je kiffe. C'est plein d'inspi, encore une fois. Donc même si je joue pas à ce jeu, tout ça, c'est pas perdu. Là, on a les hirelings, donc avoir des mecs qui nous suivent et tout dans le groupe, des serviteurs, des mercenaires, etc., etc. On a des tables aléatoires pour les créer. On a un truc avec la folie, si on a envie de jouer la folie. Ensuite, on a les monstres. Alors moi, un truc qui m'inquiétait, c'était est-ce que les jets de chance, le jet de catastrophe magique, etc., toutes ces règles qui vont augmenter la durée d'un tour d'un PJ et qui peuvent apporter des choses intéressantes, est-ce que toutes ces règles, est-ce que c'est one-one, quoi? Est-ce que les monstres, ils ont exactement les mêmes règles? Heureusement, non. Par exemple, le sorcier ennemi ou les capacités spéciales magiques des monstres ne nécessitent pas de faire un jet et de traquer le DDM pour savoir s'il va y avoir une explosion magique ou je sais pas quoi. Non, non, non. Eux, ils ont une utilisation limitée de leur truc. À la limite, s'ils font un échec critique, moi en tant que MJ, je peux me dire allez, on va aller tirer un petit effet secondaire de ce qui s'est passé et tout. Mais ils suivent pas la même règle. Pareil pour la chance, ils ont un truc de chance, puisqu'en fait la chance permet de faire les jets de sauvegarde classiques de Donjon Dragon. Donc s'ils doivent esquiver un truc et tout, les monstres vont devoir faire un jet de chance, s'ils doivent éviter une attaque en zone et tout, comme les PJ. Mais s'ils réussissent leur jet, leur chance ne diminue pas. Donc ça reste une stat fixe. Je suis pas obligé de suivre la chance de mon monstre qui diminue. Enfin, là, ça deviendrait débile. Imaginez, j'ai 6 orques, ils ont chacun leur stat de chance qui évolue et tout. Moi, je deviens fou en 2 secondes. J'ai assez de trucs à gérer en tant que MJ. Le fait que la charge mentale mécanique des joueurs augmente un petit peu, parfois, ça peut être bénéfique, vous voyez. Parce que c'est ça ce qui peut accrocher certains joueurs et les faire rester intéressés au combat. Il y a des joueurs, vous leur dites, le combat, ça va être une succession de jets juste pour décrire ce qui se passe. Ça les désintéresse complètement. Donc, vous pouvez augmenter un petit peu les mécaniques de leur côté et ça va peut-être faire leur plaisir. Par contre, en tant que MJ, moi, j'aime pas trop me surcharger de mécanique. Donc, voilà. Donc, je suis assez prudent là-dessus. Donc, là, on a les créations de monstres et on a tout un bestiaire, hein. Donc ça aussi, c'est un truc important que j'ai pas dit au début, mais qui est important, c'est que c'est, encore une fois, un jeu où on a tout dans le bouquin, et je trouve que ça devrait être la norme, hein. C'est pas normal qu'on ait besoin d'acheter 3 livres pour jouer à un jeu de rôle. Je crois pas, non, non, non.
Donc l'oracle, en fait, on a des dés un peu spéciaux. Ah, c'est con, il n'y a pas l'image des dés spéciaux. On va avoir des dés spéciaux avec des symboles et tout. Donc ça améliore pas la lecture, hein, clairement, les dés spéciaux avec des symboles. Les oracles en soi, la manière dont fonctionnent les oracles, c'est un peu se compliquer la vie pour rien. Vous pourriez avoir une table aléatoire ou jeter un D6 pour trancher, etc. 100 fois plus simple. Hein. Mais il y a un petit côté mystique qui joue. Vous voyez, je pense, par exemple, Cairn, dont j'ai parlé la dernière fois. Le livre, il est tout petit et tout, ça m'excite pas de préparer une partie avec Cairn. Enfin, le livre Cairn, il m'excite pas, vous voyez. Je me dis, ah, c'est simple et tout, ça va m'être utile, ça peut correspondre à un style de jeu, très bien, c'est un bon outil. Mais il n'y a pas le petit côté mystique de, ok, je suis en train de consulter un livre, le sort, ça s'appelle l'œil de Gligou-Gigou, ça s'appelle juste Popping Eye, vous voyez. C'est très fonctionnel, c'est moins séduisant. Moi, j'aime bien, enfin, j'ai un plaisir, une sorte de péché mignon, à avoir un livre qui a l'air un peu compliqué, qui est un peu trop gros. Je préfère à l'intérieur que ce soit quand même plus clair que ce qu'on est en train de feuilleter. On peut vraiment faire plus simple que ça aujourd'hui, à plein de niveaux. J'ai pas parlé de la manière dont c'est écrit, mais il y a des paragraphes qui auraient pu être plus simples et tout, c'est sûr. Mais bref, j'aime bien avoir un truc un peu volumineux, un peu dark. Et là, c'est pareil pour les oracles. Plutôt que de jeter mes 2d6, voilà, mes 2 petits d6 rouges, etc., j'aime bien avoir un truc où il y a des sortes de runes, vous voyez. Comme ça, quand je tire un oracle, j'ai l'impression vraiment d'être le chaman qui est en train de lire ce qui va se passer. Et ben là, c'est un peu ce qu'on nous propose de faire. Et je pense que c'est des oracles, je m'en servirai. Même si c'est moins pratique. Il y a un truc avec le crâne et tout. Il y a un côté un peu consulter un tarot. Je sais pas comment dire. Il y a un système d'oracle, en gros, qui est inclus dans le jeu pour vous aider en tant que MJ. Et il y a aussi des cartes que vous pouvez récupérer ou utiliser en ligne. Il y a un générateur avec, pareil, des illustrations qui collent un petit peu avec l'ambiance du jeu, des mots, etc. Donc ça, je kiffe vraiment. Pourtant, c'est pas vraiment lié au jeu, mais je trouve ça cool. Voilà. Ensuite, des aventuriers rivaux, des règles solo là qui sont pas finies, une liste de pièges, ça c'est cool. Vous voyez, ça c'est le genre de truc, pareil, c'est cool. S'il doit y avoir des pièges dans le jeu, ne me donne pas un livre sur les pièges. Mets-moi des pièges dans ton bouquin. Avec des conseils pour s'en servir, assez old school, la manière d'aborder les pièges. Globalement, le jeu a une approche assez old school, même s'il est plus touffu que la tendance minimaliste actuelle. On a aussi des trésors en quantité, donc ça c'est cool, des tables aléatoires de trésors à trouver, une liste de charmes, donc de petits objets magiques qui payent pas de mine, des trucs pour créer des trésors, blablabla, et puis des objets magiques, vraiment des artefacts un petit peu plus importants, comme l'orbe de Tserosk, le Yunvorg, le Coal of the North, Staff of Menzikor, Lash of the Elf Queen, Dursker's Death, Plague Demon's Clasp. Bref, on a fait le tour, je crois. On a fait le tour, Variant Rules et tout. Donc voilà, honnêtement, je pense que j'ai envie d'y jouer quand même, mais je doute que je trouve des gens qui kiffent. Je doute aussi kiffer sur le long terme. En fait, pour que je kiffe un jeu comme ça, ce qu'il faudrait, c'est que j'ai un groupe avec que des gens qui kiffent ça, et que passer 2-3 parties, on se dise tous qu'on kiffe ça et qu'on a envie de continuer, quoi. Mais il y a quand même pas mal de barrières qui peuvent bloquer entre-temps, et je pense qu'il y a beaucoup de ruling, de discussions à avoir autour de la table pour que ça tourne. Je vous montre aussi au passage que voilà, il y a déjà des aventures. Si jamais tout ce que je vous montre là, c'est gratos. Hein. Vous pouvez les récupérer sur DriveThruRPG si ça vous intéresse. Il y a des feuilles de pré-tirées, il y a tout le playtest que je vous ai montré, il y a les aventures là que je vous montre. Tout ça, c'est dispo et tout. Conclusion, j'avais annoncé la couleur. Ce jeu, il est bizarre. En fait, l'ensemble, je trouve pas qu'il ait l'air génial. Donc je me dis que j'ai mieux à trouver à côté à ce niveau-là. En même temps, je trouve que c'est rigolo, un jeu un peu clunky, un peu crunchy, un peu comme ça. Ça peut être fun en soi, en fait. C'est pas un jeu tout propre, tout symétrique, vous voyez. Ce que j'en retire, personnellement, c'est plein d'idées d'inspiration. J'aime bien la luck, la mécanique de luck. J'adore le fait que c'est vraiment un truc, cette mécanique de vas-y, pète les règles, t'as le droit parce que t'as une ressource qui permet de péter les règles. Je trouve que c'est super libérateur, c'est une bonne idée philosophiquement à mettre dans un jeu, enfin dans ma manière de voir le jeu de rôle. J'intégrerai sûrement ça, un truc comme Shadow Dark. J'aime bien aussi le fait que soit canonisé dans une règle la feature unique, là, le truc, bah vas-y, t'as qu'à inventer une capacité pour son personnage, on verra si c'est trop pété, on la change. Je trouve ça drôle. L'ambiance globalement, tous les trucs, on va dire les tables aléatoires, les images, les idées d'objets magiques, etc. Je trouve qu'il y a un truc qui ressort du livre. Je trouve qu'il a une personnalité, perso. J'aime bien l'idée des exploits, tout ça. Vraiment, ce qui pourrait me freiner à jouer au jeu tel quel, c'est la magie qui me semble vraiment très très violente. Enfin, très aléatoire en fait. Dans par exemple Shadow Dark, il y a un nivelage des effets des catastrophes magiques. Si je lance un sort de niveau 5 et que je fais un échec critique, là oui, il peut se passer un truc de ouf.
genre qui va pourrir, qui va foutre le bordel en fait. Mais là, il y a des trucs vraiment durs, quoi. Genre, je lance mon sort de niveau 1, ah, pas de chance, je suis incapable de parler pendant 3 semaines. C'est relou en termes de jeu. Donc moi, sûrement que je l'appliquerai pas tel quel, je ferai autrement. J'adapterai à la marge. Ce que le jeu nous invite à faire. Hein. Mais ça reste normalement une des features du jeu, quoi. Donc c'est déjà un peu le trahir, entre guillemets. Mais c'est un jeu qui est pas dans la philosophie jouer rule as written non plus. Bref, quelques trucs qui me plaisent pas. Sûrement plein de règles que je laisserai de côté. Mais plein de règles dans lesquelles je pourrais aller piquer des choses. Et la base du jeu, honnêtement, je la trouve assez correcte. C'est juste que c'est un petit peu à côté de mes attentes habituelles et de celles des gens avec qui je joue, ça c'est sûr. En tout cas, j'avais envie de vous parler de ce jeu parce que c'est pas anodin que je l'ai trouvé rigolo la première fois que je l'ai lu. Et là, la deuxième fois qu'il ressort, ça m'a donné envie de retourner dedans. En plus, le bouquin en physique de Low Fantasy Gaming, je l'ai paumé. Donc j'avais envie de le retrouver. J'avais les PDF de Low Fantasy Gaming. Et j'ai perdu les bouquins. Et donc là, Tale of Argosia, ce sera, au pire des cas, cet étrange artefact rangé quelque part dans ma bibliothèque de rôlistes. Sur ce, moi je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir faire un petit tour sur le Discord. Et puis on se retrouve pour le RPG Day. C'est là, la prochaine fois que vous verrez des vidéos sur la chaîne. Merci encore de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur le OMJ.